Les épreuves du baccalauréat sont terminées en France, le stress commence à redescendre chez les candidats. Résultat le 8 juillet, j'espère que ça vous tiraille pas trop d'attendre. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est essentiellement pour discuter de cet examen et de vous rassurer un petit peu. Je pense que vous êtes au courant, mais des baccalauréats, il y en a un petit peu partout dans le monde. C'est un diplôme qui est largement reconnu pour la plupart des pays, mais le constat étant qu'il y a des difficultés notables selon la région du monde dans laquelle vous le passez. En France, on l'avait déjà vu et je pense que ça va en rassurer certains, mais on a un niveau d'exigence relativement faible par rapport au reste du monde. Alors quoique, on avait vu dernièrement qu'ils l'ont quand même pas mal redoré, donc ça fait plaisir. Par rapport à la mascarade de l'an dernier, le niveau il a été convenablement rehaussé, ça demandait pas mal d'intuition par endroit, et j'espère sincèrement que ça va rester dans la même veine les années qui vont suivre. Alors évidemment, tout le monde a râlé et a commencé à faire des comparaisons douteuses. Pourtant, 95% des mécanismes exigés se trouvaient dans le sujet 0 qui a été distribué il y a plusieurs mois, donc personne ne comprend. On a même plus besoin de corroborer le stéréotype du français râleur, on devient la caricature de nous-mêmes en fait. La preuve étant, je râle déjà au bout d'une minute de vidéo, on a fait un record encore une fois. Quelle ironie du sort, je vais me tirer une balle. Alors une chose reste néanmoins gênante de mon point de vue en France, tout n'est pas rose, hein, comme d'habitude, malgré la bonne pente sur laquelle on se trouve. L'épine dans le pied actuelle, c'est que les correcteurs sont toujours contraints et forcés de distribuer des notes superlatives pour harmoniser les choses. Alors le paradoxe étant que l'harmonie ne règne absolument pas. Être gentil sur le papier, pourquoi pas, hein, ça fait rêver, mais le problème c'est que la bienveillance exacerbée, ça contribue non seulement à la dévaluation du bac, mais aussi à d'autres choses un petit peu plus terribles, notamment à long terme sur la personnalité des gens qui le passent. Bref, encore une fois, gigantesque supercherie de l'éducation nationale qui nous donne l'illusion naïve de se démarquer. Ça me fout la haine, ça vous fout la haine, bref, on est dans le même bateau qui fuit, n'hésitez pas à prendre des bouées de sauvetage sur la droite. Ça va encore inonder le post-bac avec des gens qui vont potentiellement manquer de résilience et d'humilité, mais bon, tant que papa et maman sont contents. Alors, vous vous en doutez bien, ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque de nos parents, justement, on avait un bac vraiment qui était exigeant et qui dénotait d'une aptitude à raisonner, à prendre du recul et à réfléchir par soi-même. C'est les fameuses défuntes filières A, B, C, D, E qui mêlaient culture, intuition et j'en passe, et qui avaient le mérite de vous décerner un bac au niveau solide, voire même extrêmement solide au vu des grands crus de l'histoire qu'on a pu trouver. Aujourd'hui, ces filières n'existent plus, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que lorsqu'on s'intéresse à certains pays d'Afrique francophones comme le Togo, la Mauritanie et j'en passe, on se rend compte qu'il y en a encore certains qui ont des sujets type bac C, qui est l'ancien bac scientifique de l'époque. Certains ont non seulement conservé le nom de ce bac, mais ont aussi gardé les exigences de l'ancien programme. C'est quelque chose de valeureux, quelque chose de louable à première vue, dans le sens où ça fait des sujets assez difficiles. Parmi les pays qui sont restés exigeants, il y a une épreuve de bac qui tape fort chaque année, on ne vous la présente plus, l'épreuve du baccalauréat mathématiques marocain. Alors je salue chaleureusement les étudiants du Royaume du Maroc, c'est une des grandes fiertés de leur pays, d'ailleurs je vous remercie de me faire parvenir chaque année en DM les beaux exos qui vous torturent, hein. C'est un plaisir de se flageoler ensemble comme d'habitude, et puisqu'ils sont constamment en train de côtoyer la difficulté, avec des profs exigeants et des programmes qui sont très consistants, et il se trouve que les meilleurs élèves ont forgé un niveau stratosphérique en sciences. À savoir qu'une très large proportion d'étudiants à l'X sont marocains par exemple, ce qui témoigne vraiment des machines de guerre que le pays peut engendrer à travers sa qualité d'enseignement. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera un petit peu d'observer à quel point c'est difficile. En plus, aux alentours du 10 juin, il y a eu récemment le sujet sciences maths qui est tombé et qu'on a fait jaser plus d'un. On va donc pouvoir avoir un aperçu représentatif de à quelle sauce ils sont cuisinés et d'à quel point surtout on est vachement bien lotis en France, hein, il faut le dire. Alors, le format du bac marocain, c'est sensiblement toujours le même, hein. La moitié du sujet, c'est de l'analyse fonctionnelle assez prononcée et pas piqué des hannetons. Ensuite, on vous met une poignée de points sur de l'arithmétique qui fait un peu peur au premier abord, certes, mais quand on maîtrise le petit théorème de Fermat et le théorème de Gauss, ça se passe relativement bien en général. On met aussi une poignée de points sur les nombres complexes qui ont disparu de notre bac. En particulier ici, c'est très souvent de la géométrie dans le plan complexe. Un exercice avec des questions assez classiques dans le fond, du moins quand on maîtrise très bien son cours. Et la surprise du chef, c'est un exercice de structure algébrique qui fait appel à de la théorie des groupes et qui étudie le plus souvent un groupe ou un anneau assez atypique. Alors, les structures algébriques Kezako, c'est une branche des maths qui fait le prolongement de la théorie des ensembles et qui regarde comment se comportent des collections d'objets quand vous les munissez d'une certaine loi. Et grosso modo, pour vulgariser vraiment, on appelle groupe tout ensemble qui se comporte plutôt bien avec sa loi de composition. Quelques exemples, les nombres réels, voilà, munis de l'addition, ça c'est un groupe qui se comporte très bien. Vous pouvez prendre aussi les matrices munies de la multiplication, ça c'est un groupe qui se comporte un petit peu moins bien, on n'a pas la commutativité comme vous le savez. Un peu plus exotique, vous prenez par exemple, je sais pas, les isométries d'un polygone régulier, munis de la composition usuelle de fonctions, donc vous composez des rotations et des symétries. Ça pareil, c'est un groupe, on appelle ça le groupe diédral, si vous voulez vous renseigner un petit peu dessus. Bref, il y en a une chier, c'est primordial pour démontrer un paquet de résultats
résultats qui régissent notre univers, et c'est surtout un truc qui a disparu de nos programmes depuis belle lurette. Et sachez que si vous allez en fac de maths ou en prépa maths type MPSI, vous allez en bouffer, donc c'est pas à négliger, et ça signifie surtout que les Marocains ont un sacré train d'avance sur nous à ce niveau-là. Alors maintenant, petite remarque que vous avez dû vous faire en regardant le sujet, ils ont pas de proba au bac. C'est une autre différence majeure avec nos bacheliers français, qui se tapent tous les ans un exo avec des probas conditionnelles et de la loi binomiale. Les Marocains, de leur côté, hormis peut-être une année sur 3 au rattrapage, ils n'ont jamais de probabilité, ce qui est quelque chose d'assez curieux, hein, on pourrait se dire. En vérité, c'est assez compréhensible dans le sens où les rédacteurs sont pas très friands de ce genre d'exo, parce qu'ils estiment souvent que c'est des points faciles, et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous en avez dans des épreuves de rattrapage, c'est seulement sur 3 points. Je présume que, comme ils veulent que le bac reste exigeant, ils préfèrent ne pas trop en mettre. Bon, alors maintenant je vous propose de voir en quelques détails la partie analyse, qui est le noyau dur de l'épreuve et qui fait que les Marocains sont très chaud. Ça peut être sympa et ça permettra de se rendre compte de la différence de niveau qui est abracadabrantesque. Rien ne vaut une petite claque d'humilité pour ceux qui pensent être chaud parce qu'ils savent dériver la fonction x-cube. Alors, la partie analyse commence sur les chapeaux de roue en demandant de démontrer qu'une certaine fonction est continue à droite en 1. Déjà, première question, aucun lycéen français ne peut théoriquement la faire, hein. Ça commence super bien. Au lycée, vous avez quand même une caractérisation séquentielle de la continuité. C'est pas seulement dire je trace sans lever le crayon. Non, le Barbazo il vous dit clairement que si la limite de f en A coïncide avec f de A, alors vous avez continuité au point A. Ici, la continuité à droite c'est vraisemblablement pareil, sauf que faut faire tendre par valeur supérieure. De toute façon, ici, faire tendre par valeur inférieure, ça n'aurait pas de sens, hein, la fonction elle est même pas définie. Mais bon, même quand vous avez compris ça, la limite à calculer, elle est chiante pour une première question. Vous êtes obligé de d'abord reconnaître une identité remarquable au dénominateur pour casser votre fraction, puis dire que la limite du produit c'est le produit des limites, reconnaître la limite d'un taux d'accroissement pour voir que, en fait, votre limite c'est le nombre dérivé en 1 de ln de x, le log étant dérivable en 1, et finalement, après calcul, vous trouvez bien un demi, qui coïncide bien avec l'image en 1, et félicitations, vous avez continuité à droite en 1. Je sais pas si vous avez vu le nombre de mécanismes qui sont exigés pour la première question du sujet. Et donc tout ça, tout ce petit cheminement de pensée, c'est pour un maigre demi-point, voilà, pas plus. Il faut vraiment se battre, hein, faut vraiment avoir l'esprit combatif. Et j'insiste, les réflexes qu'on vient de voir ici, il y a bien un tiers des étudiants qui sont en bac plus 1 qui les ont pas forcément. Donc je vous laisse à peine imaginer la suite. La deuxième question, c'est un calcul de limite, puis interprétation, voilà, une belle forme indéterminée pour encore un maigre demi-point. Donc là, il faut la réécrire de façon à avoir des limites plus ou moins usuelles, afin de casser l'indétermination. Quand même penser au théorème des croissances comparées, etc. Et cette limite, eh bien, elle traduit le fait que l'axe des abscisses est asymptote à la courbe représentative de la fonction. La troisième question se divise en 3 parties. Dans un premier temps, il faut montrer avec un changement de variable une égalité. C'est pas quelque chose de fondamentalement difficile. C'est la première question abordable du sujet. C'est bien sûr la technique de la camionnette, hein. La question B est à des années-lumière de la A. On demande de dresser une inégalité avec le théorème des accroissements finis. Complètement lunaire pour le lycéen lambda. Alors, aparté analyse rapide, le théorème des accroissements finis, on pourrait penser que c'est un truc un petit peu obscur. C'est un truc qu'en France, on ne voit pas au lycée, alors que pourtant, je pense qu'on aurait les outils pour le faire, et c'est un outil qui est surpuissant en analyse. C'est une des conséquences du théorème de Rolle, qu'on ne voit pas non plus au lycée, pas de chance, et ça permet de dresser des résultats qui sont assez fous, en tout cas des inégalités qui sont très intéressantes. En découle le théorème de Darboux, en découle la règle de l'hôpital, que beaucoup aiment ici, visiblement. Alors, voulez-vous une vidéo sur ce théorème? Je ne sais pas. Communiquons, parlons, comment allez-vous? Concrètement, le théorème, il vous dit que si vous avez une fonction dérivable sur un intervalle, et que vous tracez la corde entre l'image des extrémités de l'intervalle, et bien vous pouvez toujours trouver une tangente à la courbe au sein de cet intervalle qui sera parallèle à cette corde. Ça paraît bateau, hein, mais c'est véritablement ce qui donne le lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction de base. C'est exactement ce qui motive l'étude des dérivés et pourquoi on fait des tableaux de variation, parce qu'au lycée on les fait un petit peu en mode ouais, ça marche, ça marche. La réalité c'est quand on se pose la question, on tombe forcément sur ce théorème parce que il est surpuissant en fait. Fin de l'aparté, il est temps de revenir à la question, non? Donc on est dans le cas où on doit montrer une inégalité qui fait clairement pas envie. L'énoncé nous indique que il serait judicieux d'utiliser le théorème des accroissements finis. La question étant pour quelle fonction? Quelle fonction on va devoir introduire et exploiter pour que on puisse avoir quelque chose d'intéressant? C'est déjà la première difficulté. Donc là, l'idée, et il faut peut-être avoir un petit peu de bouteille, ou en tout cas l'avoir déjà vu, c'est de se rendre compte que le dénominateur t du membre médian de l'inégalité, c'est t-0. Et au numérateur, on aimerait bien avoir un truc de la forme g de t moins g de 0. Donc tout nous encourage à poser la fonction suivante, d'une part parce que ça nous permet de la retrouver au numérateur, et d'autre part parce que en 0, elle vaut 0, donc c'est parfait en fait. Il s'agit d'une fonction continue sur 0t, dérivable sur 0t ouvert. En vertu du théorème des accroissements finis, vous allez trouver
un réel C dans l'intervalle ouvert, tel que le coefficient directeur de la tangente en C, c'est exactement le taux d'accroissement entre 0 et t. Alors ça c'est intéressant, mais ça ne nous dit pas ce qu'on va en faire, il n'y a pas d'inégalité ni rien. Là notre seule piste c'est de voir que vaut G' pour voir à quoi ça peut ressembler. Donc on décide de calculer G' et de la mettre dans une forme assez simple, et on se rend compte que ça ressemble fortement aux membres de droite de l'inégalité souhaitée. Et en fait l'ultime pierre à l'édifice c'est de se rendre compte que G' est strictement croissante, ce qui vous assure que G' de 0 c'est inférieur strict à G' de C, qui est lui-même inférieur strict à G' de T. Et par conséquent, en implémentant les valeurs 0, C et T dans la dérivée de G, on tombe exactement sur l'inégalité souhaitée. Et là, le truc qui est assez amusant, c'est qu'on a fait tout ça pour un demi-point. Vous vous rendez compte ? Du scam de l'année. Et la question C, les choses s'adoucissent fort heureusement, c'est un théorème de gendarme couplé à la question A qui permet de conclure, et on trouve bien la limite attendue pour votre fonction ignoble. Seulement un quart de point pour ça, c'est risible quand même. Et donc là, dites-vous qu'on n'en est qu'aux prémices de cet exercice. Parce que l'exercice d'analyse fait 25 questions. C'est long à en crever, il n'y a pas le temps de dormir. Vous avez des suites, vous avez des intégrales à paramètres, vous avez des sommes de Riemann, vous avez des courbes à tracer, vous avez une étude de convergence via une bijection réciproque. C'est lunaire, c'est lunaire. Vous donnez ça à n'importe qui, c'est fini. Les Marocains sont trop forts. Parce qu'il y a littéralement tout pour te tuer. Donc tout ça pour dire que les lycéens marocains, déjà, ils ont souffert, bravo pour leur sacrifice, mais aussi, ils nous mettent une vitesse. Ça, c'est indéniable. Et tu sais que c'est pas tout, parce que j'ai discuté avec des abonnés marocains, et j'ai eu des témoignages de gens qui sont confrontés à la situation actuelle, éducative, etc. Comme cette année, et l'an dernier, je crois aussi, ils ont quand même pas mal souffert de grève, c'est-à-dire qu'il y a eu des mois de grève au sein du corps professoral, et apparemment, le bac s'est adouci depuis 2 ans, voilà. Et ce bac-là, c'est apparemment un des bacs sciences maths les plus simples qu'ils ont eu de la décennie. Même quoi ? Vous vous rendez compte du niveau d'exigence ? Alors maintenant, grand débat qu'on va effectuer ensemble, et là on va encore me dire, mec, tu fais de la politique ? Ouais, quand t'effleures un sujet de société, par définition, ouais, c'est un petit peu politique, quoi. La question étant, est-ce que c'est une bonne chose d'être aussi exigeant? Alors certains wokistes vont dire, non, il faut être gentil avec les élèves, faut que tu sois gentil, laissez les élèves tranquilles. Pour ma part, je ne suis pas de cet avis-là, hein. Bien au contraire, je trouve que c'est dans l'adversité et dans les difficultés qu'on forge les plus belles qualités. Par exemple, j'ai pas eu cette chance d'être dans l'adversité, j'ai toujours été un petit peu mis dans le coton de l'éducation nationale, et du coup, je suis un gros fragile, une grosse fraude des maths. Non, parce qu'en plus d'avoir un bac qui a beaucoup plus de valeur que le nôtre, les profs, à travers les exigences requises, les poussent vers des qualités morales qui sont inestimables. Des qualités morales que notre génération actuelle ne possède pas forcément. Des trucs qui sont fondamentaux. Et sans forcément parler de qualités calculatoires ou même logiques. Parce qu'au-delà de ça, ce genre de bac, il vous pousse à 2 choses. D'une part, travailler dur, ce qui véhicule discipline, organisation, conscience, etc. Et aussi, se remettre en question constamment, ce qui véhicule de l'humilité. Les Marocains avec qui j'ai eu la chance de discuter et leur entourage, c'est des personnes qui ont beaucoup d'humilité, contrairement à la fameuse arrogance française que beaucoup de gens déplorent, surtout les touristes. Ça me fait penser aux fameuses maths expertes qui n'ont d'expertes que le nom, qui gonflent tellement l'ego de certains que la plupart se voient déjà médaillés Fields. Alors calmez-vous, hein, gardez en tête qu'on est globalement tous des sacrés merdes. Et ne plus l'être passe par ce premier stade d'acceptation, donc allez-y, acceptez-le. Donc bref, j'aimerais remercier le Maroc au nom de tous ceux qui ne se voilent pas la face, qui possèdent un système éducatif qui est très bien et qui pousse les élèves au dépassement de soi. Le niveau, il est exigeant, les profs sont très impliqués dans la réussite de leurs élèves. Pour les élèves qui recherchent l'excellence, il y a sur le sol marocain des lycées d'excellence. Vous prenez l'IDEX, vous prenez l'IMED, vous prenez Al-Zaraoui à Rabat. C'est des établissements qui permettent à des élèves qui rêvent d'un avenir brillant d'y avoir accès. Tout ça, ça permet en théorie à des élèves de milieux défavorisés d'accéder à un avenir plus radieux. Parce que qui dit grandes études dit grand travail, dit argent, dit confort, dit on subvient à la famille et tout ça. Jusque là, je pense que je vous apprends rien. Bref, c'est une chose dont le Maroc peut être fier, un immense bravo pour ça. Alors, tout n'est pas rose, évidemment, il existe toujours un revers de la médaille. Alors, premier exemple, en France, on se plaint souvent d'un problème de centralisation. Ah toi t'es sur la montagne Sainte-Geneviève, moi je suis à Brive-la-Gaillarde, égalité des chances, on a compris, c'est bon. Au Maroc, il y a un phénomène 10 à 100 fois pire, dans le sens où si t'habites dans une zone rurale qui est relativement pauvre, et Dieu sait qu'il y en a, sache que savoir lire et écrire, c'est une chance. Je rappelle que d'après les derniers sondages, plus d'1 personne sur 5 est analphabète au Maroc. Donc t'imagines bien que si tu n'es pas au bon endroit, c'est sacrément la sauce. Le genre de village dans lequel avoir un Peugeot 103 rafistolé est un luxe, et où la plupart des élèves qui veulent aller à l'école sont obligés d'y aller en âne, ça témoigne d'un terrible problème de centralisation, et on n'a pas vraiment une grande égalité des chances ici. Parce qu'à côté, dans des villes bien plus développées, vous avez un niveau de modernité qui est très proche, voire semblable à certaines de nos villes actuelles, hein, par exemple la mienne. Donc c'est une première chose alarmante, et c'est un truc à signaler. Ensuite, l'économie marocaine
même si elle est en net progrès depuis des années, faut savoir qu'elle n'est pas au top non plus. C'est un pays qui a encore une grande marge de développement, qui on espère a des grandes perspectives d'évolution. L'indice de développement humain, il avoisine 0,7 je crois. Alors certes, il est en constante augmentation, mais ça reste quand même toujours très difficile pour beaucoup de gens là-bas. Parce qu'il faut savoir que le SMIC marocain, c'est environ 250 €. Les gens sont payés au lance-pierre là-bas. Notamment les profs de collège et de lycée qui ne gagnent pas des 100 et des 1000, je parle dans le public, hein. Ils ont très peu d'avantages économiques et sociaux, et c'est ce qui fait justement que il y a beaucoup de grèves en ce moment. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui est anormal de leur donner si peu, dans le sens où ils ont littéralement entre leurs mains l'avenir du pays. Enfin, les enfants sont l'avenir du pays. Donc le deuxième problème, c'est que le budget dans le public est déplorable. Il faut à tout prix l'améliorer. Un autre truc dramatique, c'est la frontière entre le public et privé. En France, elle est pas tant marquée que ça. Au Maroc, c'est le jour et la nuit. La frontière est véritablement colossale, dans le sens où, d'un côté, vous avez les écoles privées avec des classes étoilées, beaucoup de ressources, parfois même terrain de tennis, voire même des piscines, etc. Et en public, on a des élèves qui souffrent beaucoup plus dans des locaux qui sont parfois tagués, délabrés, quand c'est pas complètement démoli. Il y a quelqu'un qui m'a quand même raconté que quand il passait son brevet, il devait replacer constamment sa feuille sur sa table parce qu'il y avait des trous dans la table. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ouais, il y a une nette domination du privé. Alors c'est toujours une différence de moyens, hein, de façon. Et ça contribue à creuser des inégalités qui sont déjà quand même pas mal omniprésentes. Et plus ou moins indirectement, en découle un côté très élitiste. Par exemple, le LIDEX dont je vous ai parlé tout à l'heure, si t'as pas 19 de moyenne, plus dossier irréprochable, plus concours d'entrée qui est abominablement dur, mais c'est court toujours pour y aller, hein. Je vous rappelle que la MPSI du LIDEX, c'est 40 élèves pour tout le Maroc. Un autre truc qui est assez déroutant qu'il faut noter au Maroc, c'est que les personnes diplômées dans le supérieur ont un taux de chômage qui est quand même assez remarquable. C'est très malheureux de voir qu'il y a une proportion non négligeable de doctorants qui ne trouvent pas de boulot, littéralement, parce que les gens, ils préfèrent engager du personnel qui est moins qualifié, mais du coup, beaucoup moins cher. Encore un problème en termes d'économie, et c'est là où on voit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'économie a besoin de croître absolument, hein. S'il y a des entrepreneurs au Maroc, et quand bien même le taux de réussite au Maroc du bac c'est 2 personnes sur 3, grosso modo, je crois que ça avoisine les 70%, et bien au sein de la population globale, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont le bac, c'est moins de 15%. Dans le sens où déjà, tout le monde ne va pas à l'école, tout le monde n'a pas cette chance, et d'ailleurs c'est même pas obligatoire, et bosser c'est beaucoup plus important, surtout en zone rurale, où il faut subvenir à sa famille. Une dernière chose dont je n'étais pas sûr de parler, mais je sais que ça peut donner lieu à des débats intéressants, et comme ça a été recoupé dans plusieurs témoignages, je pense que c'est important d'en parler, c'est l'éducation de façon générale. Alors attention, je veux que les réactions soient tempérées à partir de là. Tout à l'heure, j'ai parlé de discipline et d'humilité remarquables chez nos amis marocains. Mais j'ai pas parlé de ce qu'il y avait en amont, des potentielles sources liées à ça. Parce que de ce qu'on m'a rapporté, l'éducation islamique, c'est une éducation qui est quand même relativement à la dure. Dans le sens où si tu fais des conneries, ça hésite pas à sortir la ceinture pour te rappeler que t'as pas à être un dissident. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est carrément une sorte de norme d'éduquer son enfant par l'intimidation. C'est encouragé par plein de gens, par tradition, et aussi parce que ça fonctionne, hein. Force est de constater que si tu te fais intimider, tu respectes forcément. Certains imams défendent beaucoup cette éducation traditionnelle et les vertus qui en découlent, mais de l'autre côté, on se retrouve avec des chiffres qui sont quand même effarants, enfin je trouve, qui suis-je pour juger après tout, mais on a par exemple plus de 9 enfants sur 10 de 2 à 14 ans qui sont victimes de violences. Alors, tout point de vue reste défendable, tant que le débat reste intelligent, et qu'on fait pas des pirouettes maladroites argumentaires comme 99% des gens qu'on trouve sur Twitter, voilà, allez vous faire enculer. D'un côté, éduquer par la peur, c'est un truc qui semble marcher, au vu des qualités que ça peut inculquer. Et certains sont d'ailleurs très satisfaits de cette éducation. Le Maroc a un sens de la famille et du respect qui est beaucoup plus fort que le nôtre, par exemple. Mais de l'autre, on m'a déploré que certains gamins étaient constamment angoissés, au point non seulement d'avoir peur de rentrer chez eux, mais aussi et surtout qu'ils pouvaient potentiellement reproduire plus tard les mêmes schémas de violence. Donc on est en droit de se questionner sur cette fameuse éducation à la dure, est-ce qu'il faut la modérer ou pas, ça c'est à eux de décider. Dans les faits, on sait que c'est une condition ni nécessaire ni suffisante pour bien éduquer un enfant, mais visiblement c'est pas interdit par la loi, ça convient à certains. Alors soyons clairs à partir de maintenant, je ne me prononcerai absolument pas sur cette façon d'éduquer, ce n'est pas mon pays, je n'ai aucune leçon à faire à personne, je ne suis pas légitime de toute façon, mais il fallait que je vous rapporte ça parce que c'est revenu plusieurs fois, et apparemment c'est un débat qui préoccupe quand même quelques personnes dans le pays, et puisque c'est relativement corrélé avec ce dont j'ai parlé avant, ça me paraissait pertinent d'en parler. Pour résumer, je suis confiant concernant l'avenir éducatif du Maroc. Je suis très admirateur des professeurs de ce pays, c'est toujours un plaisir de discuter avec eux et même de confronter nos pédagogies, parce qu'elles diffèrent quand même d'un pays à l'autre. Comme on a pu le voir, le maître mot et le défi actuel des Marocains, c'est de faire croître l'économie globale. On leur souhaite évidemment bonne chance et bon courage là-dedans. On souhaite tous qu'à l'avenir, tout le monde ait accès à l'éducation. L'éducation, c'est une chance, et je suis persuadé que d'un point de vue éducatif, on se rapprochera d'une nation qui se voudra égalitaire petit à petit,
au moins en termes de chance accordée à chacun, quand bien même c'est un défi. Je compte sur vous dans les commentaires pour rester respectueux au moindre dérapage de quiconque, ça dégage. Les prochaines vidéos, elles vont se concentrer exclusivement sur des exercices marocains, je pense. Des choses que je juge intéressantes, en particulier pour ceux qui vont continuer les maths dans le supérieur. Je ne rouvrirai pas de débats sociétaux, comme je le dis, je n'ai pas de légitimité. Il fallait que moi que je vous rapporte des faits, c'est tout ce que j'ai fait. Je laisse les experts en la matière s'en occuper, ce n'est pas mon boulot. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si une vidéo précise sur le théorème des accroissements finis et ses conséquences peut vous intéresser. À mon avis, c'est un outil fondamental de l'analyse qu'il ne faut pas négliger. En attendant, je vous fais des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.